Bon, alors bonjour à tous. Merci d'être là et de m'écouter pendant ce temps. Alors, je vais parler de mon travail de recherche. Et avant ça, je vais prendre un petit temps pour me présenter, pour que vous puissiez un peu comprendre d'où tout ça arrive. Donc voilà, moi je suis Loïc Martin, je suis en ce moment donc chercheur en collectivité territoriale. En fait, donc ce que je, le- mon travail en fait, il est issu d'un programme qui s'appelle 1000 doctorants pour les territoires, qui est un programme qui part d'un constat qui est de dire en fait les chercheurs, ils travaillent vachement dans leur coin. Les collectivités territoriales, elles sont toujours dans l'action et en fait, elles sortent jamais vraiment la tête de l'eau. Et est-ce qu'à un moment, il n'y a pas tout à gagner à mettre des chercheurs dans des collectivités pour, d'une part, en fait, faire évoluer la recherche et lui donner une vraie pratique de terrain et une vraie observation de terrain, et puis d'autre part, donner aux collectivités des ressources et des personnes qui justement sont un petit peu dans ces postures décentrées et peuvent permettre de développer un regard réflexif sur ce qu'elles font. Donc voilà, ça c'est l'idée de ce programme 1000 doctorants pour les territoires. Donc moi je suis doctorant et le principe c'est un principe triangulaire avec une collectivité, un laboratoire de recherche et puis une personne qui est doctorante. Donc, du coup, très concrètement, c'est une division du temps où je passe à peu près une semaine sur deux à être en laboratoire et à plutôt faire des lectures et puis faire des cours, enfin développer en tout cas ma pratique de chercheur et d'enseignant. Et puis une autre partie de mon temps où je suis vraiment en collectivité comme agent public et où voilà, je suis intégré à une pratique de terrain. Et puis cette pratique de terrain est en fait mon objet de recherche. Voilà, ça dure 3 ans. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça inscrit cette ressource pour la collectivité dans la durée. C'est pas un contrat court. Voilà, on part sur quelque chose qui dure dans le temps. Le champ, moi, mon champ d'investigation, c'est l'aménagement du territoire et la sociologie de l'action publique. Voilà, avec un sujet de thèse qui s'intitule De l'action publique territoriale à la gestion des communs territoriaux, une recherche-action en Cluny-Soie. Donc, il y a un peu trois termes dans ce sujet qui sont les termes pivots. Il y a le terme d'action publique territoriale. Donc, voilà, je fais de la sociologie de l'action publique. Donc, ce qui m'intéresse et ce qui m'obsède, c'est comment fonctionnent les acteurs publics et en particulier les acteurs publics locaux. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est plutôt, et ça, je vais vous l'expliquer, une lunette, une façon de voir la réalité, qui est la théorie des communs. Donc, c'est une façon comme une autre, une théorie comme une autre pour comprendre la réalité. Et ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, le troisième terme pivot, c'est la recherche-action. La recherche-action, c'est quelque chose qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Moi, il me semble que ça a vraiment beaucoup de sens de dire, ben voilà, je suis chercheur et en fait, je fais de la recherche sur mon action, sur sur quelque chose en mouvement et pas sur quelque chose que je comprends juste par compte rendu, par lecture et par divers intermédiaires, ce qui est une pratique de recherche assez courante de se baser sur des comptes rendus, sur des textes, sur des écrits, des objets qui ont été produits par des collectivités. Non, là, la recherche-action, c'est la recherche sur un objet en mouvement, un objet auquel on est intégré. Voilà, pour vous expliquer un peu cette histoire de recherche, il faut d'abord que je parte de choses assez théoriques et puis petit à petit, on va aller vers du concret. Donc, il y a un des termes pivots, j'en ai parlé, c'est la notion de commun. Alors, il y a plein de façons de définir ce que c'est que les communs. Il y a à peu près autant de théories que de personnes qui ont travaillé là-dessus. Voilà. Ce qu'il faut connaître comme base, c'est peut-être un peu ce que raconte Elinor Ostrom, donc qui est une chercheuse, une économiste, qui est chercheuse
qui maintenant est décédée, mais qui était chercheuse en économie institutionnelle, donc qui, elle, étudiait vraiment les relations entre institutions, les relations entre acteurs, et qui a eu un prix Nobel justement pour sa théorie sur les communs. Et ce qui, en fait, tout le fruit de son travail, c'est en fait de regarder comment émergent les modèles de gouvernance. C'est-à-dire ne pas partir de, en fait, voilà, la situation est un fait, les choses fonctionnent comme ça, mais plutôt de comprendre comment ont émergé des règles de fonctionnement entre divers acteurs. Et en fait, ce qui va nous intéresser, et ça je vais vous l'expliquer, moi dans ma recherche, je l'applique à cette question des acteurs publics locaux. Comment en fait émergent les pratiques de gouvernance entre acteurs publics locaux et tissus socio-économiques. Donc voilà, vraiment, sur Elinor Ostrom, un truc à savoir, c'est sa recherche sur les conditions d'émergence des modes de gouvernance. Avec un pilier qui était de dépasser en fait l'opposition frontale entre des modes de gouvernance éclatés, donc tout ce qui va être l'appropriation privée, le marché, la gouvernance par l'économie capitaliste, disons, et puis la gouvernance complètement centralisée, qui est la gouvernance des objets publics, c'est-à-dire des objets qui sont gérés par le public parce qu'on les reconnaît comme d'intérêt public. Autre chose sur Elinor Ostrom, sans rentrer dans le détail de ces théories, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça réinterroge, nous, ce qu'on est, des acteurs publics, des acteurs qui travaillent pour des collectivités publiques. Donc, une des choses qu'elle a fait, Elinor Ostrom, dans sa théorie sur les communs, ça a été de défaire des grands mythes. Alors là, je vous en ai mis 3, mais bon, c'est une façon assez grossière de rentrer dans le sujet, mais voilà, c'est en fait ces 3 mythes qu'elle a défaits. Est-ce que vous m'entendez? Là, on me dit que ma connexion est instable. Moi, je Oui, c'est bon. Nicolas, t'entends bien Ludovic? Oui, j'entends bien. Il y a 2-3 petits Larsen, mais sinon ça va. Oui. Moi, j'entends très bien aussi. Ok, bon, super. Donc 3 mythes. Celui de l'Homo economicus, donc en fait, dans cette histoire d'émergence des modes de gouvernance, elle s'est interrogée sur que sont les acteurs. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, cette interrogation sur l'acteur. Les acteurs sont-ils rationnels? Agissent-ils par intérêt pur ou sont-ils en fait leurs actions sont-ils le fruit en fait des institutions qui les entourent? Agissent-ils dans l'optique de maximiser leur intérêt? Ça, c'est vraiment une première chose qu'elle a essayé de défaire. Le deuxième mythe, qui est celui du passager clandestin, qui découle un peu de celui-là, c'est dans une organisation à plusieurs, est-ce qu'il y a forcément des acteurs qui cherchent à maximiser leurs intérêts tout en minimisant l'effort qu'ils mettent dans ce collectif? Deuxième chose, donc le passager clandestin. Et puis un troisième mythe qui est plutôt qui s'appelle la tragédie des communs, qui est une thèse qui a été développée par un naturaliste c'était une démonstration qui expliquait qu'en fait les individus cherchant tout le temps à maximiser leur intérêt, en fait, si on confiait à un certain nombre de bergers des pâturages et qu'on leur disait voilà, vous devez gérer en commun ce pâturage, chacun cherchant à maximiser son intérêt, on en arrivait automatiquement à la destruction de l'environnement. Donc en fait, lui, il a vraiment connecté cette notion d'économie institutionnelle et de fonctionnement entre acteurs à une question environnementale de destruction de l'environnement. En fait, s'il n'y a pas à un moment une gouvernance par le marché, une gouvernance économique qui pousse les gens à s'organiser ou une régulation publique qui interdit d'eux, eh bien en fait, chacun cherchant à maximiser son intérêt, on détruit l'environnement. Alors on pourra en reparler si c'est pas très clair de cette histoire de tragédie des communs. Je vais passer à la suite. Et puis voilà, pour finir un petit peu sur les choses qu'Elinor Ostrom s'est attachée à développer.
c'était donc détruire ces mythes sur les individus sont 100% rationnels, cherchent à maximiser leur intérêt. Et en fait, cette valeur qui était complètement occultée par les thèses économistes et institutionnalistes qui étaient développées quand elle travaillait donc entre les années 70 et les années 2000, qui est vraiment cette idée que les individus coopèrent et communiquent. En fait, la façon de voir la réalité dans le champ économique dominant, c'était beaucoup d'occulter le fait que les individus peuvent discuter, coopérer ensemble. En fait, on part toujours du principe que les individus ne communiquent pas, ne coopèrent pas. Et donc là, je vous ai mis juste cette illustration sur le dilemme du prisonnier, qui est une démonstration qui explique qu'en fait, si les individus ne communiquent pas, donc deux prisonniers qui ne sont pas capables de communiquer et à qui on promet à chacun qu'il va sortir s'il dénonce l'autre, ne pouvant pas communiquer, ces individus en fait, vont forcément aboutir à une situation dans laquelle ils se desservent l'un et l'autre. Voilà. Et donc, ce dilemme du prisonnier, il illustre vraiment le fait que la communication et la coopération est une valeur qui change complètement les paramètres de ce qu'on analyse. J'en arrive à une dernière chose sur les communs, et là je suis toujours sur Elinor Ostrom pour parler un peu plus concrètement. Quand elle parle des communs, elle dit bon voilà, un bien commun, c'est une ressource qui se gère, et lorsqu'on considère une ressource, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans sa gestion, et en fait, ce qui l'intéresse, c'est comment ces acteurs co-construisent ces règles pour résoudre des dilemmes sociaux, pour résoudre des problèmes, pour préserver ces ressources. Et elle dit, bon voilà, pour analyser les problèmes, en gros, il faut considérer trois choses. Bien d'abord une ressource, autour de cette ressource, une communauté d'acteurs, et puis cette communauté d'acteurs qui est organisée par un système de règles, que ces acteurs élaborent eux-mêmes. Et elle, encore une fois, on parlait de conditions d'émergence, elle s'intéresse à comment ces règles sont construites par les acteurs eux-mêmes. Et là, on en arrive un peu au sujet de ma recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener ce prisme-là sur les acteurs publics locaux, les relations entre les acteurs publics locaux et le tissu socio-économique local, et comment, en fait, ces acteurs-là coopèrent, co-construisent des règles pour prendre en charge des problèmes. Et je vais vous expliquer un petit peu des objets précis, moi, sur lesquels je travaille. Et puis, donc, toujours ramener pour Ostrom ces valeurs fondamentales qui sont la confiance, la coopération. Qu'est-ce que ça veut dire que la confiance, cette valeur qu'on a complètement occultée dans notre façon d'analyser les problèmes et de rationaliser les problèmes? Voilà, comment on ramène cette prise en compte de la confiance. Ah, là, par contre, je ne l'entends plus. Est-ce que… Pareil, il est un peu figé. Ah, c'est pas bien. Donc, la connexion… Pareil. Ok, donc il va se reconnecter. Alors, je vais être vigilante puisque voilà. Mais juste, temps de pause du coup par rapport à la question de Sophie. Pourquoi ce rattachement au comité de communes du Cluny-Niçois? Donc, je peux commencer à y répondre. Alors, en fait, ça fait plusieurs années que la communauté de communes du Cluny-Niçois embauche en fait des chercheurs en thèse CIFRE. Donc, Ludovic est le 4e. Et du coup, en fait, donc pour partie, ils sont agents et pour partie, ils sont chercheurs. Et l'enjeu, en fait, c'est du coup de pouvoir en fait, utiliser ce regard de chercheur pour nourrir l'action publique. Donc, en fait, la communauté de communes du Cluny-Niçois, c'est une volonté politique, en fait, d'embaucher des chercheurs. Ils sont 4 quand même, hein, je ne sais pas combien ils sont à la communauté de communes, mais c'est quand même, c'est un territoire rural. Et donc, oui, c'est une volonté de ce territoire de s'investir sur ce champ de recherche. Donc, tout à fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sophie. Oui, du coup, je serais intéressée pour savoir quelles sont ses autres missions hors activité de recherche. Alors, du coup, il est chef de projet, en fait, notamment
sur le sanatorium alors, chaque fois, Bergeux-Serin. Voilà, donc il va nous parler s'il arrive, s'il arrive à nous rejoindre. Donc voilà, je regarde s'il n'est pas en salle d'attente. Donc voilà, et donc en fait, son action, son sujet de recherche, en fait, ce sont les communs. Et donc à travers un projet, donc il va nous présenter un projet concret, le sanatorium donc de Bergeux-Ressin, c'est ça, les Clunisois ou les Saône-et-Loiriens. Est-ce que j'écorche le nom ou pas? Ok, Saône-et-Loirienne, mais ne sais pas. Si, c'est Bergeux-Serin. Bergeux-Serin. Donc voilà. Ok. Ancien sanatorium. Oui, ancien sanatorium, tout à fait. Alors, ok, je vous invite à poser vos questions le temps que j'arrive à récupérer notre hôte qui a quelques soucis donc, de connexion vraisemblablement. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Alors, Moi, j'ai répondu à une remarque de Sophie sur. Donc, moi, je suis à l'aménagement du territoire et la notion de commun, c'était un des fondements du travail qu'on a mené sur le renouvellement de la charte d'un parc naturel régional, considérant que voilà, le bien commun doit être traité collectivement. Et en fait, c'est le rapport des acteurs, en fait, moi qui m'interroge. Donc, ça m'intéresserait d'avoir son analyse, puisqu'en fait, tous les acteurs ne sont pas sur le même niveau d'égalité, en fait. Et du coup, les règles communes, elles sont définies. Enfin, moi, je trouve idéalement, ça marche quand tout le monde est sur le même pied d'égalité, mais dans les faits, il y a des acteurs qui sont plus forts que d'autres ou qui ont un poids plus fort que d'autres. Du coup, je voulais voir comment ça se régulait ou pas, ce sujet-là. Alors, Ludovic, es-tu avec nous? Oui, je suis avec vous. Voilà, tout va bien. Donc, j'ai réussi à peu près à répondre à Sophie sur pourquoi tu étais rattachée à la communauté de communes. Donc, voilà, et donc c'était une habile transition avec la suite. Oui. On continue? C'est bon pour toi? Ouais, hop, je vous remets mon écran. Bref, est-ce que vous le voyez? Oui. Bon, super. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'en étais à mon histoire de les communs, c'est une communauté d'utilisateurs, un système de règles, une ressource, et la question qui est comment ça s'applique aux acteurs publics. Oui, donc je disais un deuxième élément théorique pour éveiller votre curiosité et aller voir ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une autre théorisation des communs, donc c'est celle de Dardot et Laval, et c'est un petit peu cette même tradition qu'Ostrom, mais c'est une autre façon de voir le problème. En fait, les communs, c'est pour eux un principe politique. C'est l'action collective instituante. Donc, on en revient à cette histoire de en fait, comment les choses s'instituent, comment les règles s'instituent, comment elles se définissent dans le temps. Et ils font vraiment, eux, du conflit, en fait. Le conflit entre acteurs, en fait, est un élément d'essai-erreur pour construire des règles. Donc voilà, j'en dis pas plus. C'est un deuxième pilier théorique qui, moi, me permet d'avancer. Au-delà de la théorie d'Ostrom, celle de Dardot et Laval, leur réflexion sur les communs comme principe politique et la notion d'action collective instituante. Les acteurs agissent entre eux et donc définissent des règles. Bon, tout ça, c'est plein de choses théoriques. Et là, donc, tout le monde se demande, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, quel est l'intérêt d'être en quel est l'intérêt d'être en collectivité pour parler de tout ça? Mais justement, Ludovic, c'était la question de Sophie. Voilà. Donc, la question que moi je me pose, c'est voilà, déjà, l'intérêt que moi je vois à tout ça, c'est d'aller en collectivité locale pour voir des problèmes d'action collective au plus près, être au cœur de l'action collective. En fait, quand on est un acteur public territorial, quand on est agent d'une collectivité territoriale, vous le savez très bien, en fait, on est pris dans tout un tas de problématiques très concrètes, vraiment de terrain, de relations entre cette collectivité et les usagers, ou en tout cas les acteurs justement qu'on est censé accompagner. Donc moi, la question que je me pose, c'est en fait dans quelle mesure cette approche par les biens communs, d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'on l'observe dans les fonctionnements de l'action publique, et puis surtout comment est-ce qu'elle, c'est vraiment, il faut le voir comme une lunette, comme une façon de voir la réalité.
comment est-ce qu'elle questionne justement ces relations entre acteurs publics et ce terme que moi j'aime assez peu, le terme d'usager, ou en tout cas du bénéficiaire, de ce que les destinataires des politiques publiques, et en particulier des politiques publiques territoriales. Est-ce que cette approche par les biens communs, elle nous permet de porter un nouveau regard sur ces interactions entre acteurs publics et acteurs du tissu socio-économique? Donc voilà, ça c'est vraiment l'essence de ma recherche, quoi. Comment est-ce que ça nous amène à questionner sur ça? Et du coup, moi, j'investigue dans 3 directions, 3 champs. Le premier, c'est le champ politique, avec une question centrale qui est qui a le pouvoir, voilà, dans ces relations entre acteurs publics locaux et acteurs du tissu socio-économique. D'un point de vue donc, politique, je l'ai dit, d'un point de vue économique, comment est-ce qu'on dépasse la dichotomie économie de marché et gestion publique? Je m'en remets complètement à l'acteur public. Économiquement, c'est lui qui gère, ou c'est l'idée de la subvention, enfin l'idée vraiment de l'économie qui passe et qui est 100% dépendante de l'acteur public, ou alors l'économie qui est 100% privée. Et puis d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça amène comme nouveau modèle de propriété? Voilà. Donc 3 champs d'investigation, le champ du politique, le champ de l'économique et le champ juridique. Et donc, moi, je m'intéresse en particulier, donc vraiment là, on rentre dans du très très concret, à 2 objets. 2 objets qui sont sur le territoire du Clunisois, qui est donc la collectivité territoriale dans laquelle je fais ma thèse, la communauté de communes du Clunisois. Le premier, c'est le sanatorium de Bergosserin. C'est celui-là dont je vais vous parler un peu plus, parce que c'est celui qui occupe la majorité de mon temps. Et le deuxième, c'est un ensemble de parcelles forestières qui est situé sur une des communes du Clunisois, qui est la Villeneuve-sur-Fréquente. Donc 2 communes, Bergosserin et la Villeneuve-sur-Fréquente, 2 objets, un sanatorium et des parcelles de forêt. Et la question, ça va être comment est-ce que on observe des questions de gouvernance sur ces objets et comment est-ce qu'on remet en question le rôle de l'acteur public là-dedans. Donc, le premier objet, c'est le sanatorium de Bergosserin. C'est le plus passionnant, c'est le plus intéressant. Et pour ça, il faut donc, on va fonctionner après un peu par question et par échange, mais je vais vous introduire le sujet pour éveiller votre curiosité sur quelques plans. Le sanatorium de Bergosserin, avant d'être un sanatorium, et dans le cadre dans lequel on se met là, c'est un problème. C'est quelque chose qui est problématique. C'est un lieu qui fait 15 000 m², qui est abandonné, qui est vandalisé et qui est vraiment un problème. Ça, c'est la première chose. Et les photos que je vous montre illustrent bien ce problème. La deuxième chose, c'est que le sanatorium de Bergosserin, c'est la démonstration, à mon sens, de l'impuissance publique. C'est-à-dire que vraiment, moi, quand j'arrive dans la communauté de communes du Clunisois et qu'on me dit, voilà, tiens, ça te branche de bosser sur cet objet, sur la réhabilitation de cet objet, tu vas voir, ça va être super. Il y a 0 € pour faire les choses. Voilà. On est impuissants, seuls, nous, une collectivité de 15 000 habitants, une communauté sur un territoire de 15 000 habitants, on est impuissants et voilà, on n'a pas la capacité à prendre en charge un tel truc qui nous dépasse complètement. C'est un objet qui a été construit dans les années 30 par l'État. Voilà, il est pour le coup le fruit de la puissance publique et aujourd'hui, il est impossible à prendre en charge du fait de l'impuissance publique. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. En tout cas, on ne peut pas seul le prendre en charge et en fait, on en arrive après au constat que en fait, un acteur seul, en tout cas en milieu rural, on serait en Île-de-France et on aurait un promoteur immobilier, ce serait sans doute différent, mais en milieu rural, un acteur seul est incapable de prendre en charge ce problème-là et de prendre en charge cette ressource. Et donc, du coup, là, ça devient intéressant, cette histoire de commun, parce que du coup, comment est-ce qu'on fait de cette ressource un bien commun et comment est-ce qu'on analyse on va convier autour de la table d'autres acteurs à nous aider à le prendre en charge. Et ce n'est pas comment est-ce qu'on va juste demander à quelques acteurs ce qu'ils en pensent, c'est comment est-ce qu'on va arriver à constituer une dynamique de prise en charge. On ne parle vraiment pas de consultation là, on parle de prendre en charge ensemble ce truc-là.
Donc, ça démarre par un espèce d'appel à l'aide de cette commune qui dit venez nous aider à le nettoyer déjà. Donc, ça démarre en avril 2022. Et puis, une centaine de personnes qui répondent présents. Et qui, comme c'est un lieu que tout le monde connaît, que tout le monde a en tête, enfin voilà, c'est un lieu qui est vraiment présent dans les imaginaires. Plein de monde répond présent et vient nettoyer le truc. Donc on est une centaine à nettoyer, et puis de là, c'est la photo que vous voyez à gauche. On se met tous ensemble et puis on dit voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on le prend en charge ce truc-là? Comment on en fait une ressource? Et comment est-ce qu'on transforme ce lieu abandonné en quelque chose qui va nous servir à tous. Et de là découle un groupe d'une trentaine de personnes qui nous disent nous, on est chaud, on est motivé pour participer à la transformation de ce intérieur. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Une trentaine de personnes. Disons, c'est une trentaine de personnes physiques et une quinzaine d'acteurs, donc au sens où vous savez des personnes physiques et puis des acteurs qui sont des acteurs associatifs, des acteurs du monde culturel, des artisans d'art, qui sont OK pour dire voilà, on va tous ensemble prendre en charge ce truc avec la collectivité publique. Et la théorie des communs est extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet de nous interroger sur la façon dont on va évoluer avec ces gens, dont on va construire ensemble des règles, dont on va dire, en fait, c'est pas un objet public qu'on est en train de construire, c'est pas un objet sur lequel on a les pleins pouvoirs, dont on est propriétaire et dont on compte rester propriétaire, et s'il y a une alternance politique, c'est terminé, il n'y a plus de projet. On est ensemble, il y a un acteur public et il y a des acteurs associatifs, privés, qui en fait sont avec nous, et là, c'est vraiment dans la théorie des communs, c'est parce qu'elle nous permet en permanence de nous questionner sur la façon dont on échange avec tout ce monde-là et dont on construit ensemble nos règles. Et on le voit, il y a des tensions tout le temps, on est souvent à la limite de la légalité sur des choses qu'on fait. Et voilà, nous, ça nous pousse à sortir de nos cadres d'acteurs publics qui doivent absolument respecter des cadres juridiques qui sont ceux de la légalité. Ça nous pousse à sortir de cette posture des élus qui sont puissants, qui disent c'est nous qui décidons. Ça nous pousse à re-questionner nos schémas de propriété. Comment est-ce qu'on crée un lieu avec des gens et on fait en sorte qu'en fait, ce ne soit pas nous, le public, qui en soyons propriétaires, parce que si dans 5 ans, il y a des nouveaux élus qui arrivent, ça change tout. Voilà. Deuxième objet, se passe la même chose, c'est un ensemble de parcelles forestières. Où là, la question qui est posée, c'est un peu la même. C'est dans le territoire du Clunisois, on a une structuration d'acteurs autour de modèles alternatifs de gestion forestière. Il y a des acteurs de différentes natures, il y a des associations, il y a des acteurs collectifs beaucoup plus informels. Mais il y a un tissu vraiment de gens qui sont très mobilisés sur ces questions de gestion forestière. La communauté de communes d'un certain nombre de parcelles forestières et elle dit OK, d'habitude quand un acteur public fait l'acquisition est propriétaire forestier, le modèle classique c'est l'ONF fait des préconisations et la collectivité dit oui ou non. Là, la question qu'on pose, c'est comment on casse ce truc-là, comment est-ce qu'on met autour de la table ces acteurs-là pour co-construire des règles de gouvernance de ces parcelles forestières. Comment est-ce que du coup on casse les mécanismes qu'on peut retrouver chez l'ONF, qui est en fait un acteur qui en ce moment est quand même très soumis à une idée de rentabilité et donc du coup comment est-ce qu'on amène autour de la table des modèles de gestion alternatifs par des acteurs et comment est-ce qu'on est capable de dire OK, nous acteurs publics, on n'est pas le seul décideur et on ne fait pas de la consultation, on vous demande pas tiens, qu'est-ce que vous pensez d'eux, on vous dit venez autour de la table avec nous et on construit ensemble un modèle de gestion. Voilà, j'avais mis ce schéma, mais de toute façon, là, il est 45, donc je ne vais pas le détailler et je pense qu'on va pouvoir échanger. Je voulais juste vous dire, résumer ces deux terrains en vous disant que deux questions qui moi, m'obsèdent, c'est à chaque fois, quelle est la posture de l'acteur public ?
qu'est l'acteur public au moment où il interagit avec des acteurs du tissu socio-économique. Est-ce qu'il est celui qui a les pleins pouvoirs? Est-ce qu'il est celui qui est propriétaire? Est-ce qu'il est celui qui régule? Est-ce qu'il est celui qui dit ça, c'est pas possible parce que c'est interdit? Ou est-ce qu'il est capable de casser ces schémas? Quelles sont ses prédispositions à coopérer? Quelles sont les prédispositions des acteurs à coopérer avec nous? Et comment est-ce qu'on crée une économie d'acteurs capables? Et non pas une économie d'acteurs qu'on consulte, mais une économie d'acteurs capables au sens politique du terme. Voilà, et puis je terminais sur cette phrase par-delà l'action publique. Est-ce que finalement on n'est pas au-delà de la notion d'action publique? Et j'avais cité cette phrase de Proudhon qui explique que justement à l'ombre des institutions, il y a toujours en fait une action collective qui se développe. Et nous, acteurs publics, est-ce que notre devoir, c'est de réguler ça, de mettre un cadre à ça, ou est-ce que c'est plutôt de s'appuyer là-dessus pour construire notre action? Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci Luduc, tu es parfaitement dans les temps, malgré, voilà, donc parfait. Alors Céline, je vois que tu lèves la main. Donc, je vais te passer la parole. Ce que je vous propose, c'est juste, avant que je passe la parole à Céline, que vous preniez quelques secondes, chacune pour vous dire finalement comment ce que vous venez d'entendre interroge votre pratique et du coup, ce que ça vous donnerait envie de faire demain. Voilà, je vous invite à le faire pour qu'on puisse prendre encore les 15 minutes qui nous restent, quelques minutes de plus si c'est nécessaire, pour partager tout ça. Voilà, je vous invite à le faire quelques secondes et après, Céline, je te passe la parole. Oui, alors moi je suis bien contente de griller Nicolas sur ce coup-là. Peut-être que je vais poser la question qu'il voulait poser avec un peu de chance. Alors, en fait, c'est un peu ce que dit, ce qui était la conclusion, c'est que la question de départ, c'est un commun, je ne sais pas comment dire, gérer les communs comme principe d'action publique. Et ce qui nous est présenté finalement, c'est qu'il n'y a pas d'acteur public, c'est que c'est une action collective, citoyenne, autogérée, on va dire. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exemple d'une gestion avec des acteurs publics, des communs? Avec ce que je comprends, c'est que c'est des rôles, comment dire, partagés ou je ne sais pas si on est tous dans un rôle d'égalité, mais enfin, c'est un peu flou pour moi le concept des communs. Mais voilà, est-ce que ça veut dire qu'il y a des exemples où on s'approche ça d'une gestion des communs avec des acteurs publics? Parce que l'exemple qui nous est présenté, ça amène aussi à la question quel rôle on prend, mais c'est la question qui a été posée aussi en conclusion et que Céline posait, c'est de pas de laisser faire ou d'accompagner ou en tout cas de créer les conditions pour que ça puisse se faire. Là, en l'occurrence, les conditions, c'est que le bâtiment appartient à la collectivité. De ce que je comprends, et la collectivité permet ça aussi en le mettant à disposition, quoi. Mais sans encadrer, si j'ai bien suivi. En fait, c'est toutes ces questions-là à la fois. Enfin, la question que vous posez sur est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on régule, est-ce qu'on fait avec, c'est en fait l'intérêt du chercheur, c'est de pouvoir à chaque fois mettre en question ça. Donc, très concrètement, sur le bâtiment du sanatorium, c'est un EPF qui en est propriétaire, un établissement public foncier, donc qui agit sous le pouvoir de la communauté de communes. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, c'est la communauté de communes qui a le pouvoir. Mais ce qu'on essaye de créer, c'est un système dans lequel ça n'est plus vrai. Donc, il faut trouver à terme un modèle propriétaire qui ne donne pas les pleins pouvoirs à la communauté de communes. Parce qu'aujourd'hui, et je vais le dire de façon un peu brutale et caricaturale, on a des élus qui sont écolos, très ouverts sur des questions de relativisation de leur pouvoir. Et est-ce que dans 5 ans, si c'est une nouvelle mandature, c'est pas allez, les babos, tout le monde se casse, c'est terminé, il n'y a plus le sanatorium de Bergevescrin, c'est à nous et puis point barre. Donc là, nous, on est vraiment dans cette posture et ça me semble assez peu commun.
cette posture, de dire comment est-ce qu'on arrive à trouver un modèle ensemble pour que dans 4 ans, le sol ne s'effrite pas sous les pieds de ces gens qui se sont investis. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, peut-être, il y a plein de choses à dire, c'est comment est-ce qu'on bouscule nos cadres d'interaction avec les gens. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, on fonctionne avec un groupe Slack, donc je sais pas, c'est un exemple quoi, sur lequel il y a des élus, la directrice de la communauté de communes, des gens qui en fait sont des acteurs qui sont sur une échelle plus ou moins proche des institutions, qui va vraiment jusqu'à des gens qui sont très alternatifs, qui ont eux-mêmes vécu dans des squats et qui du coup en fait savent prendre en charge des problèmes de réinvestir un bâtiment. Et en fait on crée des scènes qui, je ne sais pas si elles sont horizontales, je ne sais pas si le concept d'horizontalité est le bon, mais qui en tout cas en fait qui sont pas du tout les scènes habituelles, qui sont pas du tout la salle de réunion, qui en fait n'est pas du tout vous venez me voir, vous demandez, je dis ok, je dis pas ok. Mais en fait, nous, acteurs publics, ça, on ne sait pas le faire, on n'a pas les moyens de le faire. Comment est-ce que vous nous accompagnez là, enfin, comment est-ce que vous nous débloquez des choses et comment on se débloque mutuellement des choses? Comment est-ce que nous, on va arriver en amenant en aidant les gens à la recherche de subventions, et comment est-ce que eux vont être capables de remettre le bâtiment en route en ramenant de l'eau, en ramenant de l'électricité, etc. Et tout ça sur des scènes qui sont complètement hors des scènes habituelles. Ok, du coup, comment ça a fait avancer la posture de chacun? Puis après, je vais relayer ce qui est mentionné dans le chat, mais comment ça fait avancer la posture de chacun et quelles sont les conditions de réussite, selon toi, pour faire avancer ces postures et trouver des solutions, voire un modèle ensemble? Alors, il y a vraiment une condition de réussite très importante, c'est l'humilité, et vraiment l'humilité de l'acteur public. Voilà, vraiment la capacité à reconnaître qu'il n'est pas puissant sur tout. Ça, c'est une chose vraiment fondamentale. Et nous, on a vraiment atteint ce stade-là, ce stade de l'humilité suffisante pour dire, en fait, on est tous dans la même barque là, on est dans le même bateau et on est obligé de faire ensemble. Et c'est pas moi qui fais. L'humilité qui va donc du coup avec le deuxième facteur de réussite, et qui est la capacité à casser sa posture, à vraiment à sortir des postures préétablies et à sortir des cadres de discussion préétablis, des salles de réunion, des systèmes d'échanges bilatéraux, des systèmes d'échange qui sont organisés par l'acteur public, en fait, où la réalité est construite par le prisme de l'acteur public, parce que c'est lui qui, en fait, anime. Voilà, c'est vraiment la capacité à casser les rôles et à faire preuve d'humilité. Ça, ce sont des facteurs de réussite à mon sens. Et je pense qu'on peut parler de facteurs de réussite parce que vraiment, nous, on avance, quoi. Là, sur ce projet-là, le projet du sénateur de Bergestein, on a réussi, grâce à ces principes-là, à accomplir des choses assez incroyables, quoi. Alors, certains résumeront la chose en disant oui, ben, en fait, c'est ni plus ni moins que des bénévoles qui viennent bosser sur un truc parce que ça les branche. Non, en fait, c'est pas juste ça. C'est la théorie des communs qui nous permet de comprendre en fait ce qu'on est en train de construire. Ok. Il y avait une question, je pense, donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des liens potentiellement avec l'Institut de Trammeil? Je ne sais pas si j'écorche peut-être le nom, pardon, en termes de dynamique collective. C'est quoi l'Institut de Trammeil, Sophie? Trammeil. C'est une école de formation. Alors, je ne sais pas si elle a déjà vu le jour. J'avais identifié Oui, septembre 2022. Elle a commencé là cette année. Tu connais Ludovic? Oui, alors moi je les connais assez mal, mais donc effectivement, c'est à Tramail, qui est une ville qui est pas très loin de Cluny. C'est là comme d'à côté. Est-ce qu'il y a des liens? Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, est-ce qu'il y a des liens dans la façon de voir les choses? Je pense, oui. Mais voilà, c'est pas un acte. Oui, pardon. Oui, ça serait plus dans la façon de voir les choses, dans la philosophie de la démarche, d'approche collective. Mais je ne les connais pas assez pour en parler.
Ok, peut-être demain, juste par rapport à, parce que quand on préparait la conférence, Ludovic, tu disais aussi qu'une des conditions de réussite, c'est de faire des choses concrètes ensemble pour faire bouger les Oui, postures. Est-ce que tu veux juste illustrer peut-être, oui. parce que ça peut être quelque chose pour un enseignement pour d'autres. Oui, alors ça, vraiment, c'est extrêmement important. C'est vrai, j'avais oublié qu'on avait parlé de ça. Il y a dans un projet comme ça où il faut arriver à créer en termes de gouvernance des choses quand même complexes, hein, donc là, on se dirige vers une société coopérative d'intérêt collectif. Sans doute parmi vous, il y en a qui connaissent cet objet et qui vont se dire oh là là, mais il y en a pour un moment avant d'arriver à créer tout ça, enfin, je veux dire, à vraiment structurer quelque chose. Donc, dans toute cette aventure de faire ensemble et de se structurer, il y a, on peut avoir un prisme d'observation qui coupe les choses en deux. Il y a les moments où on pense, on réfléchit, où on discute. Et il y a un truc qui est extrêmement important à ne pas oublier, c'est qu'il y a des moments où on fait des choses ensemble. Parce qu'en fait, si on est en permanence en train de discuter et de réfléchir, on peut aboutir à des situations où on ne trouve jamais de solution. On est toujours justement dans cette réflexion qui n'aboutit jamais. Donc, il faut aussi faire ensemble. Donc, on organise là, toute la semaine, par exemple, il y a des chantiers participatifs au sanatorium. Et il y a, voilà, et c'est des moments où justement les postures se cassent. Il peut y avoir la DG de la Comcom du Clunisois qui va aller mettre des gants et se relever les manches et dire bah voilà, moi je participe à ça, je nettoie le truc, je suis là de la même façon qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont là et qui prennent en charge le problème. Et donc il y a des moments de faire quoi, où on fabrique quelque chose, où on construit, voilà, et en avril, on a installé un chapiteau, on a monté le chapiteau tous ensemble, ça a permis à une compagnie de cirque de venir, compagnie de cirque qui fait partie des acteurs qui va occuper le site. Et en fait, c'est voilà, comment aussi on fait quelque chose à des moments ensemble. C'est pas forcément faire des trucs, pour le moment, c'est pas forcément faire des trucs de dingue, c'est essentiellement nettoyer le site qui fait 15 000 mètres carrés et pour lequel il y a du boulot. Mais voilà, c'est faire des choses et pas juste réfléchir à des choses et conceptualiser des choses. Ok, je fais le lien avec une question qui a été posée. Dans une société hyper individualiste, comment faire avancer cette notion de commun? Comment la faire avancer déjà, moi je pense que le fait de prouver par une recherche en thèse par exemple, que c'est une bonne façon d'analyser la réalité, c'est une façon de la faire avancer. C'est faire la démonstration. Et encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, à la question qu'on pourrait se poser, tiens, est-ce que ça, c'est un bien commun ou est-ce que telle forêt, tel bâtiment, telle paire de chaussures, tel mur est un bien commun? Il n'y a pas de bonne réponse en fait. Les communs, c'est un prisme d'analyse, c'est une théorie qui vous permet de comprendre la réalité de la même manière que tout un autre système de schéma de pensée vous permettent de comprendre la réalité. C'est pas, il n'y a pas de réponse oui ou non, ça c'est un bien commun. Ah tiens, ça c'est une gestion en bien commun. Non, en fait, tout ça est artificiel. C'est le cadre d'analyse que vous créez. Donc, à la réponse à dans une société individualiste, comment faire avancer cette notion de commun, c'est en prouvant que en fait, c'est un bon outil d'analyse. Il y a plein de bons outils d'analyse, c'en est un. Et donc, moi, je pense que la recherche-action, c'est une bonne façon de prouver que c'est un outil d'analyse intéressant. Ok. Autre question en termes de prérequis. Est-ce que vous avez formé ou acculturé les acteurs à la notion de commun avant ou au démarrage du projet? Non. C'est une excellente question. On ne m'a jamais posé cette question et ça me fait réfléchir effectivement, mais non, pour le moment, c'est une notion d'initié. Il y a en fait, en tout cas, je pense parmi tous les gens qui interagissent, je suis le seul à avoir à entendre la notion de commun telle que je vous la présente. C'est-à-dire avec un bagage théorique derrière qui est celui que je vous présente. Tout le monde
La notion de commun, c'est quelque chose qui fait écho à tout le monde. Il y a aucun problème. Tout le monde ça parle à tout le monde. Il y a des gens comme Céline à qui ça évoque un flou, il y a des gens à qui ça évoque un rêve, quelque chose de vers quoi on veut tendre. Pour certains, c'est une boussole, pour d'autres, c'est un générateur de flou, peu importe, ça évoque des choses à tout le monde. Mais par contre, la question de la formation des gens au bagage théorique et à la construction théorique qu'il y a derrière en économie, etc., non, on ne l'a pas fait. C'est une bonne question, je pense. Juste, est-ce que je peux juste compléter et dire, est-ce que vous avez l'intention de les former sur cette notion de commun ou même de travailler avec eux pour caractériser davantage cette notion de commun et de la partager réellement? Parce qu'effectivement, moi, quand je me suis inscrite à la conférence, le terme commun m'a parlé sur le faire ensemble, le faire autrement, voilà. Être dans l'action, toutes les caractéristiques que vous avez nommées jusque-là, voilà, est-ce que ce champ, je dirais, plus de la théorie est-ce que c'est un projet de formation ou prérequis, Ludovic? Alors, je suis mitigé. En fait, je trouve la question extrêmement intéressante parce qu'elle me, voilà, je vous dis, à vrai dire, j'y ai pas pensé à ça. En fait, c'est drôle. Je me suis jamais posé la question, mais tiens, en fait, est-ce que du coup, ce serait pas intéressant quand même que tout le monde se questionne sur cette notion de commun, etc. Mais en fait, dans les faits, et ça, on revient sur cette question de chercheur-acteur. Moi, ça me sert à analyser la réalité, mais est-ce que c'est pertinent que les gens agissent avec la conscience de « Ah ben oui, tiens, on est en train de construire un bien commun ». Après tout, est-ce que c'est pertinent? J'en sais rien. En fait, là, la question qui se pose très concrètement, c'est comment on s'organise ensemble, comment est-ce qu'on construit nos règles pour que ce lieu devienne une ressource pour tout le monde. Ça, c'est une façon d'attraper le problème de manière très concrète. Le danger avec, en amenant cette idée de construction théorique auprès de tout le monde, cette construction sur les communs, bah, c'est que les gens s'y perdent et qu'ils nous disent mais en fait moi je suis là pour bosser sur un projet concret et puis là on part dans des conceptions théoriques. Voilà, en fait théoriser, s'abstraire, s'extraire, c'est intéressant, mais jusqu'à quel point en fait? Est-ce que ça risque pas de desservir la cause? Donc pour le moment, pour répondre à votre question, c'est pas prévu. Néanmoins, ça me semble tout à fait intéressant de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être oui, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Ok, merci Ludovic. Est-ce qu'il est 12h01, donc on va bientôt terminer. Est-ce qu'il y a une dernière question par rapport à ce que ça vous donne envie de faire? Attention, comme tu l'as déjà exprimé, Céline, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et sinon, je te laisserai la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Les gens, du coup, te laissent t'exprimer, Céline, à toi. Non, mais juste, je me posais la question, j'ai compris que c'était un prisme d'analyse et qu'on n'avait pas forcément intérêt à maîtriser toute la théorie et puis tout ce qui a été présenté des travaux des chercheurs, etc. précédemment. Mais il y a déjà on analyse déjà les gouvernances participative, les co-constructions. En quoi ça se distingue en fait d'autres prismes justement d'analyse? Cette notion-là, elle apporte quoi en plus pour évaluer voilà, la façon dont un projet est décidé, géré, etc. Parce qu'on pourrait retourner à la question, est-ce que c'est la bonne ou est-ce qu'il y a une bonne façon, il y a un bon prisme? Moi, j'estime que ce qu'elle amène, cette conceptualisation-là, c'est la construction des règles par le conflit. L'institutionnalisation des règles par le conflit. En fait, moi, je suis en permanence j'ai l'impression d'être, en plus, moi, je suis complètement multipositionnel parce qu'il y a des gens parmi les gens avec qui on travaille qui sont devenus des amis, des très bons amis, avec qui, au-delà de bosser ensemble, on fait plein de choses. Enfin, tout ça, c'est entremêlé. Donc, du coup, moi, je suis, si vous voulez, entre une collectivité où je dois quand même avoir un rôle d'agent public,
j'ai vécu pendant 1 an dans une ferme où j'ai rencontré tout un tas de gens qui justement sont embarqués dans ce projet et en même temps chercheurs. Et du coup, cette multipositionnalité se fait que j'ai, moi, la confiance de beaucoup de monde là-dedans, aussi bien côté tissu socio-économique et acteurs alternatifs. J'ai la confiance de tout le monde. Du coup, je me retrouve pris en permanence dans des tensions. Et je suis un espèce de thermomètre, de baromètre de ces tensions. On m'appelle pour me dire oui, mais là, machin, ça va pas. Et puis après, du coup, il y a plein de choses qui passent par moi. Donc, je ressens cette conflictualité et je constate que cette conflictualité nous permet d'avancer. Je le constate réellement. Ce que je vous livre, c'est pas une idée utopiste, c'est vraiment quelque chose que je constate. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été théorisé par Ostrom et par Dardot et Laval. C'est comment… Ludovic, je suis obligée de te laisser finir en une phrase. Comment la construction n'arrive pas d'en haut, mais arrive d'en bas par le conflit. Ok. 30 secondes pour répondre à la question d'Arnaud qui ne l'a pas encore posée. C'était juste pour Céline. Moi, je trouve, donc nous, on a bossé sur ce sujet autour de la charte du parc du Morvan, la notion de commun. Et ce qui était intéressant, c'est que ça projetait tout le monde, enfin presque tout le monde, dans le long terme par rapport à d'autres formes de travail autour de projets. Définir ce qui relevait du commun, c'était s'inscrire dans le très long terme, en fait. Je trouvais que c'était intéressant, ça. Okay. Et moi, ça fait écho, juste, je le dis, à la dynamique aussi collective, tant du labo en interne où beaucoup d'entre vous sont impliqués, que des pionniers de l'innovation publique en externe où beaucoup d'entre vous sont impliqués et que les autres sont potentiellement impliqués, où l'idée, c'est toujours entre un collectif qui porte des valeurs et un projet collectif et un cadre. Et du coup, voilà, donc je fais l'hypothèse qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va vous laisser, on vous remercie. Merci Ludovic. Voilà, il y aura très certainement des suites. Merci à vous toutes et tous. Conservez bien la question que vous êtes posée, surtout Nicolas, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je te réinterrogerai spécifiquement pour voir comment ça peut nous nourrir par la suite. Voilà, merci à toutes et tous et bon appétit. Merci, bonne journée.